j'ai aussi le grand plaisir, je dois avouer, à présenter en premier deux personnes, deux étudiants qui ont fait un mémoire de master l'an dernier et j'avais lancé en prévision justement de l'exposition Le Nain, un séminaire de master à l'École du Louvre sur les Le Nain en demandant un ou deux exposés. Et à la fois Pauline Randonex et Axel Moulinier s'étaient associés ensemble pour faire un très bel exposé sur les habits des paysans chez Le Nain. Et c'est là où j'ai eu après l'idée, en parlant avec d'autres collègues, de développer tout un aspect de ce colloque sur la culture matérielle. Et on va donc approfondir cette culture matérielle avec une première communication sur les vêtements dans les élites, on va dire à peu près urbaines, dans la population urbaine, avec Axel Moulinier, qui a donc fait son parcours d'étudiant à l'école du Louvre, qui avait fait donc l'an dernier un mémoire de Master 2 sur Antoine Watteau et la représentation des cultures, la culture du vêtement chez Antoine Watteau en partie, et qui continue maintenant en thèse sous une double co-tutelle, un très bon directeur, puisque c'est celui qui vous parle, et un autre excellent directeur encore plus compétent sur Watteau, qui est Christophe Martin Wachter, qui dirige actuellement les musées de Hambourg. Et c'est un des plus aussi de l'École du Louvre et du système universitaire, c'est qu'il nous permet de voyager dans une grande et belle Europe. Et on va donc écouter Axel Moulinier sur les frères Le Nain, peintre d'une réalité vestimentaire, la réalité vestimentaire étant naturellement un petit clin d'œil à l'ouvrage de Champfleury. Je vous écoute. Bien, bonjour à tous, je vais juste vérifier que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Surprenante première diapositive pour une présentation sur les Le Nain. Donc je tiens tout d'abord à remercier le comité scientifique du workshop D'autres regards sur les frères Le Nain d'avoir accepté cette communication et de faire à l'histoire des usages vestimentaires une place au sein d'un colloque d'histoire de l'art. Donc Neil MacGregor a été le premier historien de l'art à s'intéresser à la culture matérielle dans la peinture des frères Le Nain. Il s'est posé la question de la présence de chaussures en cuir de bonne qualité dans les compositions dites paysannes de nos trois frères. Cette étude fondatrice a permis de donner un éclairage nouveau à l'œuvre des Le Nain en questionnant donc l'intervention de ces chaussures. Il semble tout aussi essentiel d'essayer de comprendre la représentation de la culture vestimentaire dans leur œuvre. Curieusement, à ma connaissance, depuis cette publication en 1979, aucune étude n'a été consacrée aux vêtements dans l'œuvre des frères Le Nain. Pourtant, en 1993, M. Rosenberg, qui n'est pas là aujourd'hui, se demandait « Peut-on tenter de dater le tableau par les costumes des modèles ?» Question dont on mesure l'importance, mais que l'on se doit de laisser provisoirement sans réponse. L'an passé, dans le cadre d'un séminaire, comme l'a dit M. Bonfait, j'ai travaillé avec Pauline Randonex sur les vêtements dans les tableaux dits paysans des Le Nain. Nous avions tiré des conclusions similaires à celles de Neil MacGregor. Certains paysans représentés le sont vraiment, comme les paysans pieds nus, qu'on peut voir à droite, et d'autres incarnent cette classe de transition entre paysannerie et bourgeoisie de province. Ce sont plutôt donc les paysans avec leurs chaussures. Aujourd'hui, je vous propose de renouveler cette étude à l'appui d'un corpus nouveau, celui des représentations d'élite. Alors, le terme d'élite est à entendre à un sens large. Les élites sont ici définies comme les classes non paysannes qui présentent une certaine richesse. Comme l'a indiqué Olivier, Champfleury avait intitulé sa première monographie à propos des Le Nain « Les peintres de la réalité sous Louis XIII ». Depuis, on le sait, ce titre a donné de nombreuses suites comme l'exposition de 1934 à l'Orangerie et son remake en 2006, au sein du même espace. En m'appuyant sur cette tradition, je voudrais questionner avec vous aujourd'hui la notion de réalité vestimentaire dans les représentations des élites des frères Le Nain. Les Le Nain ont-ils été peintres de leur réalité vestimentaire? J'aimerais engager cette communication par l'analyse des œuvres à la lumière de l'iconographie contemporaine. Puis j'étudierai certaines de ces œuvres d'un point de vue plus concentré à l'appui de sources matérielles conservées et j'essaierai de replacer Mathieu Le Nain dans sa culture matérielle à la lumière de son inventaire après décès. Comme M. Tullier dans le catalogue de l'exposition du Grand Palais de 1978,
nous n'avons pas cru devoir, pour les tableaux exposés, spécifier le prénom d'un des frères Le Nain. Nous n'estimions pas, scientifiquement, être en mesure de le faire. Donc, aucun des cartels ne présente un prénom de frère, quel qu'il soit. Soyez tous rassurés, pas d'attribution. Aujourd'hui, je n'étudierai qu'une seule silhouette féminine avec vous. Elle se trouve dans la Réunion musicale du Louvre, un tableau donc signé et daté de 1642. On sait par des mentions d'archives que les Le Nain ont peint des portraits de femmes de l'aristocratie et de la bourgeoisie, et notamment dans l'aristocratie d'Anne d'Autriche. C'est Claude Leleu qui nous l'indique dans sa notice sur les frères Le Nain. Malheureusement, ces portraits sont perdus et il nous faudra aujourd'hui nous contenter de cet exemple. Dans cette assemblée, vraisemblablement un concert, 12 personnages ont pris place. Cette femme porte une robe. Voilà tout ce qu'on peut dire. La position de son bras gauche, tenant un morceau de papier, dissimule une partie décisive de l'analyse du vêtement, la taille. C'est à ce niveau que se trouve l'éventuelle jonction du corsage ou du manteau de robe avec la jupe. Essayons néanmoins de l'analyser. Il semble que cette femme porte l'appareil classique à l'époque, un corps à baleine, un corsage et une jupe. J'utilise ici une terminologie qui nous est contemporaine, car les terminologies anciennes sont parfois peu claires, ont changé de sens, elles ne sont pas toujours très éloquentes pour nous. Le corps à baleine, qui n'est donc pas un corset, mais son ancêtre, j'insiste sur cette terminologie que l'on connaît, explique le maintien du corps de cette femme ainsi que la hauteur de sa poitrine. Le corps à baleine, je vous présente un exemple ici qui est conservé au à la Manchester Art Gallery. Un exemplaire assez rare, on a assez peu de corps à baleine restants de cette période, donc c'est une chance de pouvoir en présenter un aujourd'hui. Donc ce corps à baleine est porté par toutes les femmes de la société au XVIIe siècle, peu importe leur classe sociale. Par-dessus le corps à baleine, c'est ici que la lecture est plus ardue. Je pense que cette femme porte un corsage enfilé comme une veste, taillé dans le même tissu que la jupe. Un tissu énigmatique. Je n'ai pas vraiment réussi à résoudre ni la question du matériau, ni la question du motif. J'ai avancé l'hypothèse d'un semis de fleurs, qui aurait un peu vieilli avec la touche picturale, mais je reste assez dubitatif sur l'identification de ce tissu. Je vous présente ici un exemplaire de corsage conservé au Victorian Albert Museum. Donc le tissu est différent, mais la forme est la même. Et le mode de fermeture par l'avant, avec un lincage intérieur, qui alors ici est a priori dissimulé. C'est toute la complexité aussi de l'analyse vestimentaire. On est souvent face à des unicums et on ne rentre pas toujours dans des cases. Au niveau de la taille, cette femme porte probablement un petit bourrelet de hanche, comme on peut en voir sur la gravure antérieure de quelques décennies, attribuée à Maerten de Vos. C'est le bombement sous sa main gauche, ici, qui semble nous indiquer la présence d'un tel bourrelet, et également le volume à l'arrière et le creusement des différents plis. La tenue de cette femme n'est donc ni riche ni pauvre. Par comparaison avec des iconographies contemporaines, la robe que porte cette femme se place précisément entre celle d'une femme provinciale, entre guillemets, à gauche sur l'écran, une représentation de Wenceslas Hollar, datée de 1643, et une représentation de gentille femme, à droite, toujours par Hollar, en 1645. Les rebras de dentelle sont un exact entre-deux entre ceux que portent ces deux femmes. On a donc la présence de la dentelle sur l'œuvre des Le Nain, qu'on retrouve ici en feston et a priori sur tout le rebras, même si la gravure rend peut-être la lecture un peu plus difficile. Mais les rebras de dentelle de la femme des Le Nain ont la forme de ceux d'une femme provinciale. Provinciale, une fois de plus, entre guillemets, suivant le titre. Aussi, le tissu à semis de fleurs dont je vous parlais, de la tenue de la femme de la réunion musicale, est plus proche de celui de la gentille femme. En fait, il semble que ce soit le même tissu. Je n'ai pas réussi à trouver d'exemplaires, même de... On en a pour le XVIIIe siècle, on a beaucoup de cahiers de marchands avec différents échantillons textiles, mais pour le XVIIe, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui rend de fait la lecture des tissus dans les œuvres beaucoup plus compliquée. Cette femme donc, ne tient pas d'éventail, mais porte une grande plume d'autruche dans ses cheveux laissés libres. Ces éléments rapprochent sensiblement la femme des Le Nain de la gentille femme de Wenceslas Hollar. Son teint pâle et ses lèvres rouges nous indiquent qu'elle suit la mode du temps. En effet, la carnation blanche est de mise pour les femmes d'une certaine condition, comme le montrent les portraits d'Anne d'Autriche. John Buller, dans son ouvrage critique Anthropometamorphosis, daté de 1653,
explique que l'une des méthodes de blanchiment consiste à gommer entièrement l'épiderme au mercure, ce qui explique donc la blancheur des femmes au XVIIe siècle. Une méthode assez radicale, j'imagine. En somme, la silhouette et la blancheur de la peau de cette femme semblent indiquer qu'elle appartient probablement à la bourgeoisie parisienne ou à la nouvelle bourgeoisie enrichie de province dont parle Neil MacGregor. Cette tenue de femme, même si elle constitue le seul exemple aujourd'hui, indique que les tenues peintes par les Le Nain sont fidèles aux sources iconographiques contemporaines. Qu'en est-il alors des tenues des hommes ? Dans l'œuvre des Le Nain, les silhouettes masculines à la mode sont plus nombreuses que les silhouettes féminines. Elles illustrent une diversité notable, mais aussi une continuité importante sur une large partie du XVIIe siècle. En 1642, la même année que la Réunion musicale, donc, Abraham Bosse grave « Voici la représentation d'un sculpteur dans son atelier ». Cette gravure est un témoignage de la mode qui va nous servir de point de comparaison avec quelques images produites par les Le Nain. Évidemment, désolé, les détails sont arrivés, ils étaient censés arriver en transition de manière très délicate et léchée. Petit problème technique. L'homme assis jouant du luth, donc à gauche, qu'on a pu voir dans la réunion musicale tout à l'heure, porte la même tenue que le sculpteur d'Abraham Bosse. À l'exception du chapeau à plumet, tout est similaire, jusqu'au détail des nœuds, donc, que je vous présente ici, détail qu'on voit de fait très bien, au niveau des manches de la chemise. Une fois de plus, à l'appui de comparaisons uniquement iconographiques, l'œuvre des Le Nain correspond aux images du temps données par d'autres artistes. Or, certains des tableaux des Le Nain présentent une certaine diversité des tenues. Alors, en toute honnêteté et intégrité scientifique, je me dois de vous dire que je n'avais jamais vu la tabagie en chair et en os avant hier matin, ce qui fait tomber mon argument à plat, ce qui arrive parfois. Il faut avoir l'honnêteté d'admettre qu'on a tort, puisque je considérais que cet homme, donc l'homme de droite et l'homme de gauche, avaient une tenue différente. Oh, il n'en est rien, ils portent la même tenue. Alors, mon argument sur la diversité des tenues tombe un peu à l'eau, mais c'est quelque chose qu'on retrouve notamment quand on regarde le Comte de Trévis, donc pour deux tableaux qui sont datés. Le premier est daté de 1643, et celui-ci est daté de 1644. À un même moment, on trouve donc des diversités de formes dans l'habillement des hommes. Le comte est vêtu selon une manière plus martiale, et à part ses bottes en entonnoir à panache et son col plat aux bordures festonnées, peu d'éléments le rattachent aux deux silhouettes que nous venons d'étudier. À nous alors d'en tirer la conclusion suivante, la mode des années 1640 apparaît plus diversifiée qu'elle n'a été analysée. Les tenues de mousquetaires côtoient des tenues plus simples, des tenues de ville à l'ampleur plus contenue, et ce, à date égale. Les Le Nain créent donc, dans leur tableau, un exact reflet de l'hétérogénéité de la mode qui leur est contemporaine, tout comme ils le font dans la peinture de paysans, comme Neil MacGregor l'avait démontré. Les Le Nain sont aussi les témoins des modes passées qu'ils ont connus. L'interprétation la plus commune du tableau de la Beauty Collection est qu'il s'agit certes d'un atelier, mais aussi d'un portrait de famille élargi, dans lequel la toile en bas à droite présenterait Isaac Ier, le père des frères Le Nain. Le détail de ce portrait nous montre un homme vu de profil, portant une fraise tombante. On peut également parler de col plat. On peut dater cette image dans l'image vers 725-1630 par comparaison avec d'autres images, même si j'insiste sur la difficulté de dater à partir des cols, puisque tout simplement on ne change pas de col toutes les 3 semaines, même si un nouveau col est à la mode, ça reste des biens très coûteux, il faut quand même le garder à l'esprit. Et aussi les différentes formes de fraises, de col plat, de col hollandais, de col à dentelle vont être portées très longtemps et de manière assez constante sur une large partie du XVIIe siècle. Même si le corpus des Le Nain portraitistes est mal connu et surtout peu conservé, je crois que de telles représentations de profil pour un portrait chez les Le Nain ne sont pas connues. La composition trouvée sous les 4 âges de la vie de la National Gallery de Londres, après analyse radiographique, montre bien, même si elle ne présente pas un profil, que les Le Nain avaient peint, dans les années 1625-1630, a priori, des portraits présentant de larges cols plats. On a donc ici l'illustration de la continuité de leur culture vestimentaire qu'ils semblent bien percevoir et retranscrire dans leurs œuvres. Prenons alors quelques minutes pour effectuer, à l'appui de 2 œuvres déjà évoquées, l'aspect matériel du vêtement.
Il est souvent d'usage de dire que l'on conserve peu de vêtements du XVIIe siècle, ou plus généralement pour les périodes anciennes. Il n'en est rien, les collections britanniques, mais aussi scandinaves et slaves, regorgent de trésors, trop peu souvent exploités par les historiens de la mode pour illustrer leurs propos théoriques. La première œuvre que j'aimerais décortiquer est le portrait du comte de Tréville. Je vous le rappelle, daté de 1644. En préparant cette conférence, j'ai assemblé un maximum de vêtements et d'accessoires conservés pour retrouver la matérialité qui a inspiré cette œuvre. Finalement, comme le montre cette diapositive, à part les choses rouges portées sous l'armure par le comte, des objets similaires à tous les éléments de la tenue, le corps de l'armure, le col en dentelle, les bas à panache et les bottes en entonnoir, sont encore conservés dans les collections muséales. Ces objets nous montrent à quel point les Lenains ont été les scrutateurs de leur époque. Alors, par un concours de circonstances ou une chance extrême, je ne sais pas, cette armure est datée vers 1640 et elle ressemble vraiment, elle est vraiment très proche de celle qu'on peut voir sur le portrait du comte de Tréville. Et tous les éléments présentés en partie droite de la diapositive, donc les bottes, le col et les bas. Alors, j'ai connu un exemple de bas avec dentelle festonnée en partie haute. Il m'a été impossible de le retrouver. Néanmoins, le panache de ces bas nous indique la proximité avec ceux portés par le comte de Tréville. Revenons-en maintenant à l'atelier de la Bute Collection. J'avoue avoir longuement tâtonné avant de trouver des vêtements conservés correspondant à ce tableau. La tenue du peintre à son chevalet est particulièrement intéressante et le musée des arts décoratifs de Budapest abrite la collection des vêtements d'István et Strázzi. Dans celle-ci se trouve ce vêtement en velours de soie italien, taillé en France. Il est daté vers 1640 et inventorié comme un manteau. À mon sens, il s'agit plutôt d'un vêtement d'intérieur, comme celui que porte le peintre. Les mules présentées sur ce tableau, une petite mule rouge, viennent compléter la panoplie de l'artiste dans son atelier. Les bas que je vous présente ici sont rouges et moins brillants que ceux que porte le peintre. Soit à cause du passage du temps et de la solarisation des tissus, ce qui est une théorie envisageable, soit parce que les bas de notre peintre assis au chevalet sont réalisés dans une matière différente. Alors, j'ai exploité la piste des bas de velours. Je sais que ça existe pour les guêtres. Pour les bas, ça me semble un peu compliqué en fait la technique du bas. Pour réaliser une coupe moulante, il faut tailler en biais. Et le velours ne se taille pas en biais parce qu'en fait sa structure mécanique, sa structure de tissage ne permet pas de le tailler en biais. Donc ça reste une énigme. Alors soit une fantaisie de peintre, ce qui est tout à fait envisageable. On peut représenter un velours pour un satin parce que ça équilibre mieux une composition, c'est aussi quelque chose d'envisageable. Mais à ma connaissance, pas de bas en velours de soie conservé. Les vêtements représentés au textile soyeux et duveteux viennent accentuer cette atmosphère intime qui, à mon sens, pourrait corroborer l'idée d'un portrait ou d'un autoportrait des artistes. Cette brève enquête sur les sources matérielles complète l'étude iconographique. Les Lenains ont été peintres de leur réalité vestimentaire et in extenso de leur réalité matérielle. Enfin, les Lenains sont aussi les témoins des évolutions de leur culture vestimentaire. Vers la fin des années 1640, un phénomène nouveau se manifeste. La culotte va s'élargir pour devenir progressivement une ringrave. La ringrave est une culotte dont les jambes sont si larges que les commentateurs de l'époque l'ont critiquée car elle donnait l'impression d'une jupe. Alors, c'est un visuel de très bonne qualité. Donc voici le tableau de Vassar College, l'atelier donc, que Jean-Pierre Cuzin identifia en 1979 grâce à une ringrave portée par le peintre assis à son chevalet. Ainsi, Jean-Pierre Cuzin a donné le tableau à Mathieu, puisque selon ses sources, François Boucher et Maurice Leloir, deux références en histoire de la mode, la ringrave ne serait apparue que vers 1652. Pierre Rosenberg, dans le catalogue Tout l'œuvre peint, se rallie à cet argumentaire. Or, lors de la présentation de cette conférence, la littérature consultée est venue apporter un contrepoids à cette analyse. Irène Groeneweg, dans un article de 2012, utilise le journal de deux frères flamands, Philips et Frans Zeute de Leke. Je vous prie de pardonner mon accent flamand qui est inexistant. Ils ont passé 1 an et demi à Paris entre janvier 1656 et mai 1658.
Dans leur journal de voyage, ils ont pris le soin de noter les nouvelles modes en vogue dans la capitale parisienne. Parmi elles figure la ringrave. Les deux frères racontent que deux nobles français, au retour d'un voyage à Auteuil, se sont fait rançonner par des mousquetaires le 10 avril 1658. Il s'agit de la première mention de la ringrave dans leur journal. Si on en croit l'argumentaire d'Irène Groeneweg, la ringrave apparaît donc en France en 1658. On peut néanmoins lui objecter que ce n'est pas parce que c'est la première mention dans le journal que les deux frères n'en ont pas vu auparavant. Quoi qu'il en soit, Molière nous donne un terminus ad quem en 1661 dans l'école des Maris, lorsqu'il écrit « Et de ces grands canons où, comme dans des entraves, on met tous les matins ces jambes esclaves, et par qui nous voyons ces messieurs marcher écarquillés ainsi que des volants. » Il nous parle donc ici de la ringrave, et on est sûr et certain qu'en 1661, la ringrave est en France, mais ça on le sait également par des sources iconographiques très fiables. Alors qu'en est-il de notre tableau d'éléments ? Si on considère l'objet plutôt que l'image, il semble que le vêtement porté par notre peintre n'est pas une ringrave, mais plutôt une culotte de la mode immédiatement précédente. Comme le montre l'œuvre Portrait de la compagnie du capitaine Johann Jude Cooper et du lieutenant Franz van Waveren, daté de 1648, les culottes sont droites, elles s'élargissent et les passementeries et rubans commencent à s'y accumuler au niveau du genou, notamment ici. Et on peut voir que sur certains exemples, ce sont uniquement des rubans qui commencent à s'accumuler, ce qui, à mon sens, est un pas de plus vers la ringrave. Un exemple conservé dans les collections de la Livrustkammaren de Stockholm, que je vous présente en haut à droite, daté précisément de 1647, vient confirmer notre intuition. Donc cet exemplaire a été commandé par Charles X de Gustave de Suède. On conserve le contrat de commande et en fait la plupart des vêtements conservés à la Livrustkammaren de Stockholm sont très bien documentés puisqu'ils sont rentrés dans les collections de l'armurerie de Stockholm et n'en sont pas sortis depuis cette date. Il suffit de comparer ces deux vêtements à plat pour voir aussi une différence notable entre cette ringrave, qui est effectivement plus tard et qui se situe vraiment en plein règne de la ringrave, et cette ringrave primitive qui, à mon sens, correspond plus à ce qu'on a pu voir sur l'atelier du tableau sur l'atelier de Vassar College. Pardon. Également, lorsqu'on regarde cette ringrave portée debout, on s'aperçoit de la différence de rendu lorsque la ringrave est portée. Une fois de plus, on a affaire à une ringrave plus tardive. Néanmoins, on sent bien que la disposition en jupe, la présence de tous ces rubans, qu'on appelle les petites oies, est profondément différente de celle qu'on a pu voir sur Vassar College. Néanmoins, l'exemple de 1648 de Govert Flinck nous indique une proximité formelle plus proche de notre exemple de Vassar College. Néanmoins, j'insiste sur la difficulté d'identifier de tels vêtements lorsque les porteurs sont assis. Qu'il s'agisse de la femme de la réunion musicale ou du peintre de l'atelier de Vassar College, il faut garder à l'esprit la complexité de la lecture des œuvres. Finalement, quand il s'agit de silhouettes de mode, l'œuvre peinte des Lenain présente une cohérence dans la diversité des parures contemporaines et une continuité chronologique étendue des années 1620 aux environs des années 1650. Si malheureusement les œuvres plus tardives ne sont pas datées, l'histoire des usages vestimentaires peut parfois intervenir comme un soutien ou au mieux comme une piste supplémentaire pour les historiens de l'art. Dans l'inventaire après décès de Mathieu le Nain, tous les objets présents dans sa modeste demeure sont décrits et prisés, tout comme les quelques 250 tableaux restés dans l'atelier. De cet inventaire, on peut retirer des informations importantes sur la culture matérielle de Mathieu. On y trouve, entre autres vêtements, une casaque de bougrand gris, un manteau de camelot noir doublé de panne, un manteau et eau de chose de moire, et un juste-au-corps et un manteau de drap noir. Je vous présente ici à gauche une casaque. Il s'agit une fois de plus de la casaque de Charles X Gustave de Suède, dont le corpus de vêtements est très utile pour l'étude du vêtement au XVIIe siècle. Celle-ci est doublée de brocart de soie. Je doute que celle de Mathieu le soit, et par ailleurs, si elle l'avait été, je pense que ça aurait été mentionné, puisque ça change considérablement le prix d'une telle casaque, puisque le bougrand, c'est une étoffe relativement
lambda comme le drap de laine ici. Et on aurait donc eu une estimation beaucoup plus haute. Je n'ai pas remis le prix ici, mais dans mon souvenir, les vêtements de Mathieu sont prisés vraiment très peu cher. Également, l'inventaire après décès nous mentionne un juste-corps et un manteau de drap noir. Je vous présente ici un juste-corps de Galliera, donc du palais Galliera, qui est réalisé en drap de laine bleu marine, presque noir. On ne retrouve pas toujours les exemples qui correspondent littéralement aux sources anciennes dans les collections de musées, mais celui-ci correspond plutôt bien. À propos du juste-corps, il faut noter que c'est un vêtement qui apparaît et se développe à partir des années 1650 et qui, petit à petit, va prendre le dessous, éclipser la reine grave et créer les origines de l'habit à la française. L'habit à la française qui se perpétue jusqu'à nos jours dans le costume 3 pièces. Le juste-corps est la partie de dessus, donc la partie visible, il est porté avec une veste ou un gilet en dessous et une culotte très large qu'on imagine ici. Donc la présence de ce juste-corps dans l'atelier de Mathieu Le Nain nous indique qu'il avait transitionné d'une mode à l'autre et qu'en 1677, il était encore plutôt, à la mode du temps. On trouve également dans cet inventaire un manteau haute chausse et pourpoint de popeline grise. On va surtout s'intéresser au manteau, puisque j'ai trouvé au Victoria and Albert Museum ce que nous appellerions une cape datée vers 1680. Elle correspond à peu près à la description faite du manteau dans l'inventaire après décès de Mathieu, parce qu'en fait, quand on consulte le dictionnaire de l'Académie française dans sa première édition en 1694, un manteau est défini comme un vêtement qu'on se met sur les épaules par-dessus l'habit quand on veut aller par la ville ou à la campagne. Un manteau au XVIIe siècle correspond donc plutôt à ce que nous appellerions une cape. Le tissu ici n'est pas de la popeline. La popeline est un tissu purement composé de soie. Ici, on a un mélange de laine. Ici, on a un mélange de laine et de soie, ce qui donne le brillant et aussi le craquant en fait, des différents plis qu'on peut trouver sur ce manteau. Dans l'inventaire après décès se trouve également une chemise de toile de lin. Les éléments les plus communs d'une panoplie vestimentaire réalisée dans des matériaux humbles comme le lin, le chanvre, pas encore le coton, puisqu'on n'importe pas encore de coton au XVIIe siècle, enfin on en importe, mais c'est encore relativement hors de prix. Ces vêtements ont bien souvent disparu en fait, puisque c'était vraiment des vêtements d'usage quotidien pour lesquels, une fois qu'ils étaient utilisés, soit on les réutilisait pour en faire des chiffons, ou on les repassait dans le système de la fripe afin de les revendre, mais on ne conservait pas de telles chemises, comme nous ne conservons pas nos chaussettes quand elles sont trouées, par exemple, on les jette, c'est exactement le même système d'utilisation. Cette chemise, donc, dont je n'ai pas trouvé la localisation, malheureusement, mais qui semble provenir d'une collection de musées, je ne sais où, j'aimerais le savoir, est datée entre 1660 et 1680. On peut donc imaginer que Mathieu, au moment de son décès, possédait une telle chemise. On trouve également, dans cet inventaire après décès, un bonnet de satin et de sac de campagne, etc. Le bonnet de satin devait probablement ressembler à ces différents modèles, datés assez largement entre le XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle. On peut également supposer que le bonnet de Mathieu avait un décor floral, comme tous les exemplaires conservés de l'époque. On conserve étonnamment un nombre incalculable de ces bonnets dans les collections publiques, ce qui est assez surprenant. Mais j'imagine que le travail de la broderie de fil métallique a fait qu'ils sont un peu plus passés à la postérité que les chemises en or. L'histoire de la mode a voulu voir dans ces bonnets des bonnets de nuit, mais ils sont en fait plus largement des bonnets d'intérieur, portés dans le même contexte que celui de l'atelier, donc de la Beauty Collection, puisqu'il s'agit de vêtements d'intimité, comme la veste d'István Esterházy que je vous présentais plus tôt. Dans la modeste maison de Mathieu, peu d'effets, quelques vêtements et un kit de rasage. J'ai tenté d'approfondir la question des moustaches dites à l'espagnol par Jean Wildenstein quand il a publié L'inventaire après décès. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas du tout de moustache à l'espagnol à l'époque, pas que je sache, dans les sources contemporaines. En revanche, on parle de pique de vent. Le terme est cité en français, donc dans plusieurs sources, même s'il n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, dans la littérature française.
mais il est cité par l'héraldiste anglais Randall Home dans The Academy of Armoury en 1688 sous sa forme anglicisée piqué de vent. Donc en 1688, il semble que cette pilosité en forme de T, qui est celle que ce monsieur est en train de se faire arranger par son barbier, est encore à la mode. Donc Mathieu se tient a priori à la mode. Rappelons une fois de plus qu'il possédait déjà un juste corps dans ses garde-robes. In fine, Mathieu vit dans un décorum modeste, mais reste à la mode du temps, et cependant, aucune mention n'est faite de chapeaux ou de chaussures, ou bien encore de perruques, qui sont déjà pourtant en vogue à la mort de Mathieu. Il ne semble pas qu'il s'agisse d'un problème financier. Mathieu possède une fortune relativement confortable à sa mort. À mon sens, l'entretien de ses moustaches et les quelques vêtements à la mode relève plutôt de la bienséance d'un homme qui aspire à la noblesse, puisqu'on le sait, à partir de 1661, Mathieu essaye d'obtenir l'ordre de Saint-Michel et d'accéder donc à la noblesse. Et quand les frères Lenain connurent leur grande gloire dans les années 1640-1660, toute une littérature moraliste se développe, dominée par François de Grenaille. Dans la mode ou caractère de la religion, en 1642, la même année que la Réunion musicale, je vous le rappelle, François de Grenaille écrit « Néanmoins, comme les abus donnent quelquefois sujet de faire de bonnes coutumes de l'intempérance des habits, les sages sont venus à une juste médiocrité. Ils ne sont ni chiches ni magnifiques. Ils aiment la propreté, mais non pas les parures des efféminés. Enfin, ils donnent tout à la nécessité, mais la superfluité n'obtient rien d'eux. » Il semble alors cohérent que Mathieu Lenain avait appliqué cette maxime alors proférée par les moralistes. En lisant l'inventaire après décès, j'avoue m'être demandé si l'esthétique dépouillée de ses vêtements ne serait pas un aveu de son protestantisme. La question sera débattue cet après-midi dans la communication de Madame Élodie Weiss. Je vous remercie.